Je sais pas, on commence par bonjour tout le monde, ouais, c'est un peu classique. Alors juste pour la référence, parce que Younes pose la question, dit est-ce qu'on peut parler de mon précédent job et il a découvert ça, je crois, assez récemment. Alors pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai été pasteur pendant quelques années. Et aujourd'hui, ça me donne effectivement une focale qui est un peu différente sur la question de la workforce et est-ce que l'humain est toujours au centre. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première question auquel on va répondre. Je vous passe le micro. Non, j'y vais, je réponds. Ouais, ok. Euh, donc la question centre, et juste pour que vous sachiez, on s'est quand même un peu synchronisé, donc on n'a pas débarqué ce matin en se disant, en faisant connaissance. La première question sur laquelle on a décidé de s'accorder à répondre, c'était est-ce que l'humain est toujours au centre? Et donc on va chacun pouvoir donner un peu un avis qui est le nôtre, subjectif, mais... Et moi j'y ai beaucoup réfléchi et je dois vous être honnête avec vous, au début j'allais répondre non, en fait il a jamais été. Et j'ai réalisé qu'au fait au fond, peut-être s'il y a été, toujours, dans la workforce, mais la question du rôle aujourd'hui a changé. Ce qu'on attend de l'humain ou ce que l'humain attend a changé. Et donc ça c'est un peu ma réflexion après un peu le temps et nos premières conversations qu'on a eues ensemble. C'était quand même de dire, bon, au fond, l'humain a toujours été au centre. C'était une ressource avant, et aujourd'hui, on aimerait que ce soit plus qu'une ressource, plus qu'une compétence. Et avec l'arrivée de l'AI, ça devient encore plus puissant comme réflexion et comme question. Parce que on a des grandes théories, des fois un peu fabulatoires, qu'au fait, on va être complètement remplacé. Et donc, du coup, la question de quel est mon rôle là-dedans, et je pense que chacun individuellement se la pose, encore plus si on est plutôt dans la tranche 50 et plus, on se dit quand même qu'on a beaucoup vécu, et puis on se demande si on va devoir se reprendre une pétée de plus, puis de s'adapter encore une fois. Et je pense que la réponse c'est oui, on va tous devoir le faire, et je pense qu'on est plus ou moins conscient. Mais au fond, la question centrale est plutôt de comment est-ce qu'on va évoluer. Puis ce que je trouve intéressant après dans notre discussion, puis je m'arrête là parce que sinon j'arrête, je lâche plus. La question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut se régénérer pour nos 15, 10, 25 prochaines années d'expérience. Premier point. Puis une fois qu'on a une réponse plus ou moins à l'aspect de la régénération, la question c'est pas de savoir est-ce qu'on va être remplacé par l'AI, parce que soyons honnêtes, je pense que c'est pas le bon débat, en tout cas pas à mes yeux, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut travailler de manière hybride, et qui va prendre les décisions au niveau du workflow, quoi. Bref, voilà, ça. J'arrête, sinon Pour moi, quand on dit que l'humain est toujours au centre, ça sonne un petit peu comme un slogan, comme un buzzword, alors qu'en réalité, à mon sens, c'est encore très opérationnel aujourd'hui, malgré l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pour moi, mettre l'humain au centre, c'est avoir un cadre clair, des attentes et des règles du jeu qui soient définies, des leaders qui soient prêts à prendre des décisions difficiles malgré le contexte. C'est clair qu'on a des modèles économiques qui s'accélèrent, on a l'intelligence artificielle, on parle de l'IA qui remplace bientôt l'humain. Mais en réalité, pour moi, dans les organisations, ça reste encore très opérationnel, comme je le disais, avec une définition des rôles et des responsabilités, savoir quelles sont nos limites, et puis savoir aussi comment se réinventer en 2026 avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, avec un monde qui va vite, comme on l'a vu dans les précédentes présentations. Et en tout cas, c'est notre rôle en tant que professionnel, en tant que leader, en tant que RH, et, pour moi, d'équiper finalement les collaborateurs et de se réinventer, de s'émanciper pour pouvoir s'adapter au monde de demain. Bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, donc Daniel Borsch, comme l'a expliqué Younes, je viens du monde Raiffeisen. C'est pas la banque qu'on identifie la plus poussée en termes d'IA, en fait, à prime abord. Mais ce que la Raiffeisen a de bien, et je pense ce qui fait que je suis légitime d'être là aujourd'hui, c'est qu'elle croit depuis longtemps en un élément qui est l'IH, donc qui est l'impact humain. Et on continue à embaucher des personnes, des vrais humains, pour vous délivrer un service. Et aujourd'hui, on se pose des questions dans l'intégration dans notre quotidien de l'IA. On travaille déjà sur celle-ci aussi également, mais jamais dans le cadre du remplacement humain. Dans mes fonctions de membre de la direction, comme tout un chacun ici autour, je vois pas mal de monde et de visages que je connais. Je suis amené à devoir travailler dans des comités de direction, dans des conseils d'administration avec des sociétés, et ainsi de suite. Et je vois l'IA qui s'intègre dans cet élément-là. Puis on a pas mal discuté en préparant cette discussion.
Moi, je pense que, comme Pascal l'a dit précédemment, c'est l'interprétation qui est le grand risque aujourd'hui de l'IA. C'est comme j'ai eu l'expérience faite, et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais les gens qui disent, mais c'est bon, j'ai la réponse, ChatGPT me l'a donné. Non, c'est pas ça. Ça, si vous faites ça, vous êtes mort, en fait. Il faut savoir l'utiliser, il ne faut pas faire sans. Et moi, je crois plus que jamais, en fait, qu'il y a un vrai impact, parce que la réponse, vous l'avez tout en vous, en fait, hein. L'IA, c'est pas un ennemi. Je rejoins William, Serge, excuse-moi, c'est une hybridation pour moi. C'est comment on va pouvoir l'utiliser et comment on va pouvoir s'implémenter. Et la réponse, elle est en vous, en fait. Le différenciateur, il va être fait avec le cœur. C'est la partie émotionnelle de comment j'interprète la fonction et autres. Et ça, l'IA, Pascal, je pense que tu seras d'accord avec moi. On a encore quelques années avant qu'elle adapte cet aspect-là, donc ça devrait aller. Donc, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, faut l'adopter. C'est une nouvelle langue et il faut ouvrir ses chakras à l'accepter. C'est gentil de passer en 4e position après, après toutes ces paroles. Donc le milieu sportif, oui, c'est clair que quand Younes m'a appelé et puis que j'ai vu un peu le panel des gens qui étaient ici dans la salle, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et cette première question, donc William Niederhauser, je suis entraîneur de football depuis 25 ans, au niveau élite et professionnel. Alors quand on entend parler de l'IA, c'est clair que dans un milieu conservatoire, ou conservateur, comme le football, où il y a beaucoup de croyances, on a souvent des peurs, donc c'est souvent une posture défensive qui est appliquée face à l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle, pour nous, c'est une opportunité. Et puis c'est comme ça qu'il faut aussi l'apprendre. C'est une opportunité et ça va renforcer les compétences. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, mais encore une fois, il faut adopter la bonne posture. Et il faut être prêt à recevoir cet outil. Donc c'est ce que on fait, c'est ce que l'on veut faire. Et est-ce que l'humain va être remplacé par l'intelligence artificielle dans notre domaine? Certainement pas. Parce que notre domaine, c'est un domaine de relations humaines. Et ça, on ne peut pas le remplacer. C'est aussi un domaine où on peut avoir toutes les statistiques qu'on veut, on peut créer tous les contenus qu'on veut. À un moment donné, il faut avoir la compétence de transmettre, d'interagir, d'écouter. Et ça restera l'humain, avec un outil. Deuxième question qu'on s'était posée entre nous, et peut-être je vais faire rebondir sur ce que tu viens de dire. La deuxième question, c'était le lien entre la performance, l'importance en fait, de la manière dont on est valorisé, où on est calculé, où on est mesuré. Quand on a une machine qui arrive, qui est sur certaines tâches beaucoup plus performante. Et le beaucoup, je pense que voilà, c'est ça, on change de police et on l'écrit en majuscule. Et je trouve intéressant ce que tu soulèves parce que on a une appréhension, en fait, on est forcé. Et on a une posture d'être forcé de travailler avec l'AI. Et je pense que là, je pense que déjà là, on prend le mauvais pied, en fait. On entame mal la conversation, en fait. Parce qu'au fond, c'est notre produit, c'est le produit de notre génération. C'est nous qui avons mis ça en place. On a permis à ce que la technologie soit là, on a permis pour que les choses soient présentes. Et donc, en fait, c'est le résultat de nos réflexions collectives, humaines, économiques, sociétales. Et c'est marrant qu'on ait peur de notre création, en fait. Alors, je suis pas programmateur, je suis pas informaticien, je suis pas le meilleur mathématicien du monde, de loin pas. Et j'ai pas ma prof qui est là. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que la première approche qu'on a, elle est négative. La dynamique dans laquelle on rentre par rapport à l'intelligence artificielle, elle est plutôt un présupposé négatif. Je dois vivre avec. La question est là, hein. On a une connotation négative dans la réflexion. On doit nous inciter à nous former, on doit nous encourager. Pour beaucoup, en fait, on est dans cette dynamique-là. Et dans le sein, en fait, d'une entreprise comme Studio Banana, et je fais juste le lien, on a le sport, on a la banque, on a la corporate de grande taille. Moi, je travaille avec des gens qui sont créatifs. C'est des architectes, c'est des designers, c'est des architectes d'intérieur. Et leur panard total, c'est de créer. Alors quand moi je leur dis en tant que Head of Operation, vous vous positionnez comment par rapport à l'intelligence artificielle, la réaction, vous l'avez déjà imaginé dans votre tête, c'est un no-go absolu. Pourquoi? Parce qu'on leur enlève l'essence de ce qu'ils ont appris. Ils ont passé une grande partie de leur carrière
où ils ont entendu et ils ont dû défendre le côté artistique, leur capacité à créer. Et aujourd'hui, on leur pose un outil sur la table et au fait, on le présente déjà de manière très grossière et un peu maladroite. On dit, ah, mais ça va faire ton job, ça peut faire des choses un peu comme toi tu fais, ça va t'accélérer, tu peux produire plus. Tout un langage qui, chez les créatifs, ne marche pas du tout. Ce que j'aime beaucoup, mais d'ailleurs, il y a d'autres entreprises qui sont dans ce même challenge, c'est d'allier la créatif et la partie financière, parce que si on fait que de la création mais qu'on ne la vend pas, l'échéance est très courte. Donc à un moment ou l'autre, il faut savoir capitaliser cette création, puis trouver un bon équilibre entre les deux. Et c'est là où la question de la performance ou la question des valeurs, en fait, et je pense que ça c'est un sujet qui serait intéressant de l'aborder, euh, rentre en jeu. Comment est-ce qu'on est mesuré? Comment est-ce qu'on est analysé? Qu'est-ce qui est attendu de nous? Qu'est-ce qui est attendu de vous dans votre mission, dans votre rôle? Et c'est là où je pense que la place de l'humain change, notre rôle change. On a une autre mission, individuelle, mais aussi en termes d'organisation, et de trouver cet équilibre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, Pascal, c'est cette notion, ce plaisir de découvrir et de ne pas avoir peur, et de ne pas rentrer avec cette sorte d'appréhension ou de scepticisme. Et je pense que là, en tant qu'entreprise, moi, mon rôle, Head of Operations, c'est de vraiment délier, défaire les crispations ou les craintes, amener une forme de sécurité pour pouvoir explorer de manière sereine. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, si je ne peux pas permettre aux gens de se sentir à l'aise dans leur milieu, puis qu'ils ne sont pas en train de risquer leur job, en fait, ils ne vont pas ouvrir leur chakra, comme tu l'as dit. Ils vont être fermés, crispés. Je ne vais pas pouvoir explorer, je ne vais pas pouvoir innover, et je risque très fortement, en fait, compte de ne pas pouvoir amener de rupture. Donc la vraie question pour moi entre performance dans l'entreprise, c'est de revoir la question des valeurs, de se repositionner en tant qu'individu. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont mes valeurs individuellement? Qu'est-ce que j'attends vers l'entreprise? Et comment est-ce que l'entreprise me mesure? Et comment est-ce que je peux, en tant que directeur, en tant que cadre, pouvoir faire réfléchir les stakeholders en dessus de moi sur la question du gain à court terme? Parce qu'au fait, de cette partie-là va découler les systèmes d'évaluation, et de ce système d'évaluation ou de mission va découler ma capacité d'agir et d'amener l'entreprise à se transformer, en fait. Un peu un effet en chaîne. Mais je m'arrête là. Merci. Pour moi, aujourd'hui, on est aussi dans une situation où on a cette culture de la performance, mais on change un petit peu de prisme. On est sur une culture de la performance augmentée par l'intelligence artificielle. Donc en fait, aujourd'hui, l'IA, elle est très forte sur des choses qui sont mesurables, quantifiables. On a des entreprises comme Amazon qui ont complètement finalement remplacé des processus administratifs RH par des agents IA. Pour pouvoir ensuite émanciper les autres collaborateurs pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se former sur d'autres aspects et apporter d'autres choses avec une touche encore humaine. Aujourd'hui, chez EY, on essaye d'embrasser ce nouveau monde. On a un Chief AI Officer, on a des formations pour former nos collaborateurs à s'adapter. On a notre chat GPT en interne qu'on peut utiliser avec nos données clients et qu'on peut utiliser au quotidien, qui est safe. Et puis, mais à ma connaissance, alors il faudrait que je regarde les chiffres exacts, mais je ne crois pas qu'on soit encore dans une situation où on recrute moins parce que l'IA va performer les audits de certains de nos clients. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on recrute pas moins, on recrute différemment. On cherche d'autres types de profils. Quand à l'époque, ne pas faire des fautes d'orthographe, par exemple, ça représentait peut-être un petit problème. Aujourd'hui, non, il suffit d'avoir un bon prompt dans notre IA, et puis finalement, on peut se retrouver dans une corporate, même si on a de la dyslexie, même si on a certaines choses en fait qui nous empêchaient d'avancer par le passé. En tout cas, nous, chez EY, on essaye d'embrasser ce changement, mais on n'est pas finalement dans un remplacement total de l'humain par l'IA. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi à la RIFE. Voilà. La REF, c'est un grand débat, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est une coopérative, donc interdépendantes les unes des autres. Donc on est 211 banques en Suisse pour à peu près 800 agences, donc ce qui fait le plus grand maillage des banques en Suisse. Et donc on doit se mettre d'accord. Vous avez déjà tous vécu ça, si vous avez été amené à faire les votations, c'est la même chose pour nous, hein. On voit bien aussi la barrière de la langue sur certaines décisions et autres. Mais je reviens en fait sur l'humain. En fait, moi, dans mon rôle quotidien, certains peut-être ici ne me connaissent pas, ils me diront mais qu'est-ce qu'ils disent ce jeune-là de 40 ans, bientôt 41 demain.
pouvez m'envoyer un bon anniversaire au cas où. Bah, en fait, moi, je manage des gens aujourd'hui qui sont des arcs-en-ciel, en fait, hein. J'ai autant des analystes que des conseillers au front. Donc, c'est vraiment un panel de couleurs et c'est ça qui fait la richesse de mon drive au day-to-day. Et je pense que c'est là où je pense que vous, en tant que manager ou leader de vos entreprises, vous avez un vrai rôle à jouer en tant que locomotive de l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de votre structure. Je pense que les éléments, on en a discuté un peu en amont, qui sont primordiaux aujourd'hui, c'est la définition du rôle, des valeurs, ça je rejoins aussi également, parce qu'il n'y a rien de pire que, en tant qu'entrepreneur de sa société, leader de sa boîte, d'arriver, de poser sur la table un iPad, un smartphone en disant, bah, écoutez, c'est bon, j'ai ChatGPT version pro, et les gars, maintenant, les décisions, ça va être tranquille. Chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose sur la table, vous le challengez. No way. Je pense que c'est pas ça. Il faut installer, en fait, il faut déjà le distribuer à un maximum de gens. Après, moi, je suis dans un domaine où la data, c'est ultra précieux. Bah, on a toutes les informations qui sont liées à vos habitudes de consommation, lorsque vous payez avec votre carte ou vous faites des retraits, ainsi de suite et autres. Et nous, c'est ça qu'on doit protéger aujourd'hui, parce que les gens nous font confiance sur cette base-là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs questionnements aujourd'hui qui s'appliquent. C'est un, comment on accompagne nos collaborateurs à l'intégration de l'IA dans son quotidien en disant, bah, c'est un booster pour t'aider à atteindre des objectifs et aussi ton équilibre de vie. Parce que c'est bien de parler de performance, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des humains. Donc la performance, vous pouvez faire des litres de jus de citron, mais à la fin, il n'y a plus de citron. Donc, et je pense qu'il ne faut pas presser les gens à outrance, il faut être intelligent dans l'intégration de celle-ci. Et ça reste malgré tout le vecteur le plus important de votre bilan. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui ont dit que tout à l'heure le business plan n'était pas très important. Moi, je gère le département entreprise, on en reçoit des business plans une vingtaine par semaine, voire plus. J'en vois plein fait avec ChatGPT. Aujourd'hui, il y a un petit niveau, ça remplace pas une fiduciaire ou EY encore, pas encore. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il ne faut pas se fermer à l'idée. Bien au contraire, se fermer à l'idée, c'est louper un train. Et louper un train, bah, il n'y aura pas de moyen de le récupérer en fait. Et il faut l'intégrer aujourd'hui, il faut l'expliquer à vos gens, définir les rôles avec eux et surtout un élément qui est crucial, mais plus que jamais, c'est la communication. On en parlait tout à l'heure dans le domaine du sport. Les rôles, ils sont définis. On a un capitaine, on a un leadership. Aujourd'hui, il ne faut pas freiner ces leaders. Il ne faut pas freiner les gens qui ont des compétences. Moi, je suis content d'entendre Pascal dire que les seniors, ils ont une place et un rôle à jouer. Je pense que ce melting pot, ce mélange, c'est ça qui fait la richesse d'une boîte. Et l'IA, bah, c'est juste un multiplicateur, en fait, hein, ou une racine carrée, ou une puissance, comme vous souhaitez. Après, ça, c'est pour les mathématiciens. Oui. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant, sur le renforcement des compétences, parce que c'est clair que le domaine sportif et le domaine sportif de haut niveau, on est rassuré quand on a des datas, on est rassuré quand on a des mesures ultra précises, on peut tout quantifier. On a commencé par des données athlétiques que l'on a quantifiées, mais ça devient un petit peu réducteur dans un sport collectif, dans un art, parce que c'est comme tu l'as soulevé avant, le sport, c'est aussi de l'art, c'est de la créativité. On ne peut pas tout résumer à uniquement des données de course et des intensités de course. Donc il faut toujours faire des liens. La deuxième chose, dans la mesure de la performance, aujourd'hui ça peut rassurer certains parce qu'il y a toujours un board qui est là dans les clubs. Et puis ce board, il a besoin de données objectives. Et puis les données objectives, elles peuvent être données via des datas et via l'intelligence artificielle. Mais après, il faut être capable de contextualiser. Et contextualiser, c'est uniquement avec les liens humains, avec les interactions avec les humains qu'on peut contextualiser. Et ensuite, une fois qu'on a analysé, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que l'on fait avec cette analyse? Et l'IA ne va pas nous donner la réponse. Elle va nous donner des pistes. Mais après, il faut être capable de le transmettre. Et ça restera les liens humains qui le feront. Donc encore une fois, c'est une opportunité, c'est un outil qu'il faut intégrer, mais le lien humain, la place de l'humain, elle est au centre. Elle est au centre, avec un outil puissant. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Deuxième exemple, et ça, vous le savez très certainement, il y a des clubs qui fonctionnent au niveau de leur recrutement, au niveau de leur business plan, via l'intelligence artificielle. Vous avez des clubs en Angleterre, il y en a en France, au Danemark, qui font un recrutement dans le monde entier. Aujourd'hui,
c'est la norme, dans le monde entier et qui permettent à des joueurs totalement inconnus de troisième division au Pérou de finir en première division française ou anglaise en quelques mois. Ça, c'est une opportunité incroyable. Pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut aussi être capable de donner la chance. Après, il faut aussi, encore une fois, là, il y a l'humain, il faut guider, soutenir, développer. Donc, un outil très puissant nous permet d'avoir des retombées qui vont être par la suite économiques, parce que c'est ce qui intéresse le board, mais en tout cas, ça permet de donner une chance à des individus qui n'auraient pas cette chance sans cet outil. Parce qu'on n'irait jamais recruter en troisième division au Pérou. Jamais. Alors, c'est une opportunité associée à une compétence pour développer. Je fais un intermède aussi, parce que je pense que ce qui peut être riche aussi dans l'assemblée, c'est de se dire comment peut-être nous, on utilise l'IA au quotidien. Et avant mon, avant mon arrivée au sein du monde de la Raiffeisen, il y a environ 3 ans, et avant que je sois membre de la direction, j'ai eu aussi une activité entrepreneuriale pendant 5 ans, hein. Je pense que ça me permettra de me légitimer envers certaines personnes qui auraient peut-être des doutes, parce qu'on se dit tout le temps, ouais, la banque, on va aller voir, il n'y a pas de crédit. Je connais le discours, et puis je suis pas là pour défendre les banquiers. Je suis le premier volontaire de faire un crédit dès le premier jour de l'activité, mais ça, il faut parler à la FINMA, pas avec moi. Pour cet aspect-là, en fait, ce que je voudrais vous dire, moi, j'ai eu une activité entrepreneuriale par le passé, et l'idée, elle était née de 2 cofondateurs. Après, je suis devenu le troisième actionnaire au sein de la structure. C'était de remplacer l'humain, et ça, c'est clair et net. C'était un processus de digitalisation où l'IA, en fait, permettait de vous trouver le meilleur financement. C'est facile, on a fait ça pendant 1 an et demi, et on s'est rendu compte, que no way, pas possible. Sans humain, on n'avait pas à faire la transformation, en fait. Donc, l'outil est incroyable. J'ai connu ce que c'est payer des salaires, pour respecter tous les codes. Donc, on a été une start-up, on est devenu une scale-up. Après, on a eu un fonds d'investissement qui a investi dedans. Puis après, j'ai eu une vente d'actions. Comme ça, j'ai connu tous les paliers. C'était superbe. On dirait une fusée qui a accéléré et tout ça et tout. Et vous êtes pris dans un marasme tempestuel avec des collaborateurs tous les jours. Vous ne connaissez même plus l'organigramme, parce que tous les jours, il y a 10 nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est incroyable vu de l'intérieur. Mais l'IA, nous, on l'avait à l'intérieur. On avait peut-être un outil qui aujourd'hui peut être revendu à toutes les banques, parce qu'il est incroyable, il fait un comparateur. Mais, encore une fois, pour parler, cet outil-là permettait tout simplement de vous trouver un financement hypothécaire. Comme ça, au moins, ça va classifier cet élément-là. Mais on n'avait pas vous pouvez aller vous-même faire votre propre dossier haute. Mais quand il faut transformer, il faut un humain. Et ça, c'est la réalité, en fait, tout simplement. Et c'est là où je pense que c'est important et ça rejoint un peu ce que William dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'intégration de l'IA dans le quotidien. Je suis aussi conscient que l'IA progresse, et ça, il ne faut pas se fermer à l'idée de celle-ci, mais il faut l'accepter et puis l'utiliser dans son quotidien, parce que pas l'accepter, même moi dans le domaine bancaire, aujourd'hui, je pense que vous avez tous dans vos poches Revolut. Revolut vient d'annoncer qu'elle va rentrer, ils vont développer une partie de gestion de fortune gérée par des agents IA. L'UBS aujourd'hui utilise l'IA de manière quotidienne. Quand vous parlez à votre conseiller, il est challengé par l'IA. Et c'est ça à quoi sert l'IA, en fait. Nous, au sein de la Raiffeisen, bah, peut-être j'aurais pas à le dire, j'espère que je ne fais pas un incident diplomatique, mais on coupera ça en montage. Nous, on utilise Copilot, donc on est voué à l'échec, d'après ce mais c'est le mal de beaucoup d'entre nous. Mais c'est bien, on va pouvoir en discuter lors de notre prochain comité de direction pour essayer d'améliorer ça. Mais là, on l'utilise de manière quotidienne, en fait, mais toujours avec un protectionnisme de nos data, en fait. Et moi, à titre personnel, il n'y a pas un jour où j'utilise pas Claude, ChatGPT ou autre, pas dans les décisions, mais dans les faits de me challenger. Et pas dans le fait de trouver le moyen de faire moins de choses, mais comment je peux être meilleur. Et c'est comme ça qu'il faut le concevoir, en fait, simplement. Le thème, c'est disruption, hein, c'est ça? Donc on peut disrupter, c'est le bon endroit, en fait. Ok. Je regarde Younes juste pour qu'il me donne là. Alors moi, j'ai une question pour vous trois, en fait. On a la médecine, la médecine était mise au milieu, hein, je crois, hein, de ce barème de disruption, en fait, avec la. Moi, je pense qu'elle est déjà complètement dans le rouge, en fait. Je suis un peu trash. Je sais pas s'il y a des médecins dans le truc. Aujourd'hui, quand un patient va chez le médecin, il a déjà très certainement fait des recherches sur Google. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a demandé à ChatGPT, il a demandé à Claude, il a demandé à Perplexity ou à Comet ou à je ne sais trop quoi d'autre. Et il vient avec un diagnostic déjà. Et ce qui paraît, d'après 2-3 articles, c'est pas complètement faux. Vous, dans votre métier, vous allez vous retrouver avec des gens qui débarquent de nulle part, qui vont prétendre être consultants, experts, fiscalistes,
banquier, trader, entraîneur de football, statistique pour les prochains joueurs. C'est quoi l'évolution de votre milieu là-dedans? Celle-ci, vous l'attendiez pas, hein? Question philosophique de Serge, comme il nous avait bien habitués lors de notre rencontre avant, avant l'événement d'aujourd'hui. Moi, mon frère est médecin urgentiste au HUG. Et donc, il fait face à ces patients qui viennent avec leur propre diagnostic. Et c'est un challenge pour lui tous les jours. Il a des millions d'anecdotes qu'il nous raconte quand on est à nos repas de famille. Et je pense que c'est extrêmement difficile. Après, comme je disais, on est sur une performance qui est augmentée par l'IA. Je suis pas certaine qu'une personne qui se dit fiscaliste ou expert comptable juste parce qu'elle utilise ChatGPT de manière très efficace avec des prompts designés de manière très pointilleuse puisse, lors d'un comité d'audit ou d'une assemblée, prendre le rôle d'un de nos market facing directors et qui est, lui, expert comptable, qui a fait la formation et qui a derrière lui 15 ans d'expérience. Moi, j'ai un regard un petit peu critique sur ça et je pense que oui, ça nous rend plus forts, ça nous permet d'accélérer, ça augmente la prise de décision de manière très, très rapide. Mais de là à dire que grâce à ChatGPT ou grâce à Copilot ou que sais-je, on peut se dire médecin, fiscaliste, auditeur, on en est encore loin, à mon sens. Waouh, quelle question. Euh, Bah, moi, je vais te retourner un peu la balle, en fait, hein. Avant, tu étais pasteur. Est-ce que ChatGPT, c'est Dieu, quoi? Donc, moi, c'est plutôt ça la question. Euh, Moi, je pense pas, en fait. Ça me fait pas peur. Bien au contraire, je continue à dire avec un peu de congruence que ce que j'ai avancé tout à l'heure. Pour moi, ChatGPT, aujourd'hui, c'est un super moyen de te challenger. C'est, je pense, d'un niveau allez, on va dire d'un stagiaire d'un bon niveau qui est sorti d'études. Il a plein de théories, mais après, c'est l'application et la mise en pratique où il y a des décalages. Sans dévoiler trop d'histoires, je sais qu'il y a eu une personne qui est passée par ici avant. Une fois, elle a challengé des journalistes sur le fait de rédiger un article. Ça peut le faire, en fait, aussi également. Mais après, ça n'enlèvera pas. Et quelqu'un qui a une plume, quelqu'un qui a aussi une capacité, tout ce côté cérébral, je pense que ça ne va pas l'enlever. Donc moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, moi, je suis conscient que dans mon milieu, ça va amener en fait des challenges. Et moi, je me réjouis de ces challenges-là parce que ça va donner des opportunités à pouvoir maximiser notre travail, à pouvoir apporter un service à plus de personnes. C'est tout simplement ça que je conçois. Mais pas, je ne vois pas comme demain je vais être remplacé. Puis si demain je vais être remplacé, bah, j'irai chercher des pelles ou des cannes à pêche, puis j'irai pêcher, quoi, ou des pelles pour aller faire de l'IA. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain, il est amené à évoluer. Il faut l'accepter et il faut évoluer. Il y a une dimension humaine qui est ultra importante et ça, elle ne sera pas remplacée immédiatement. Donc, je ne suis pas inquiet. Si je me permets de rajouter. Il y a aussi également, et c'est ce qu'on disait avec mon anecdote de mes vacances à New York, il y a encore une marge d'erreur. En fait, il y a un manque d'exactitude et on a besoin d'avoir l'habilité de challenger ChatGPT en retour. Je racontais que j'étais partie à New York pendant les fêtes de Noël et que j'avais demandé à ChatGPT où est-ce que je pouvais célébrer le 31. On connaît tous Times Square, mais ChatGPT m'a avancé comme premier choix d'aller au pont de Brooklyn. Il s'avère qu'il n'y a pas de feu d'artifice au pont de Brooklyn le 31. Et cette année, le 31 décembre à New York, il y avait des milliers de touristes au pont de Brooklyn, dans l'attente de recevoir et de voir les feux d'artifice magnifiques. Et en fait, ça, c'est parce qu'il y a un manque de prise de recul, un manque de remise en question en fait, de cet outil. Et on pense simplement que c'est la science infuse dans tous les sens du terme. L'outil est pertinent et intéressant, mais il faut avoir un objectif lié à cet outil. Et dans le domaine sportif, l'outil donne un accès à beaucoup de gens pour interpréter, pour critiquer, pour donner son avis. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on recherche? Donc d'abord, c'est l'objectif lié à l'outil. Et je prends deux exemples. Le premier, c'est qu'on entend très souvent des dirigeants dire qu'ils veulent des équipes proactives qui dominent l'adversaire. Alors après, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des données statistiques sur la possession du ballon, sur les zones où son équipe possède le ballon, etc. Oui, ça c'est un outil, mais après, qu'est-ce que je fais de ces données? Comment je vais améliorer le comportement de mon équipe? Comment je vais améliorer le comportement de chacun de mes joueurs? Ça restera dans le domaine de l'interaction humaine.
Mais l'outil va aider à une meilleure performance si l'objectif est précis, oui. Mais ça ne changera pas que après, il faut le transférer. Il faut le transférer, et là, il faut le transférer avec des humains. La deuxième chose, vous êtes à la mi-temps d'un match, et ça, c'est la différence entre les très grands entraîneurs et les autres. Vous êtes à la mi-temps d'un match, le grand entraîneur a déjà fait son analyse avec son œil, c'est-à-dire aussi avec son expérience, son passé, son vécu. Et vous avez tout à coup l'analyste qui arrive avec X données qui peuvent réconforter ce que vous avez vu ou apporter un plus. Il vous donne ça, vous avez 30 secondes pour ensuite donner une réponse. L'intelligence artificielle peut vous donner une direction, un état de fait. Mais après, la décision, c'est lié à vos émotions, c'est lié à ce que vous ressentez sur le moment, et c'est un lien entre ce que l'intelligence artificielle vous a donné et puis ce que vous ressentez avec vos émotions pour transmettre à vos joueuses ou joueurs. Et ça reste de nouveau du ressort de l'humain. Mais l'outil est capital parce qu'il est objectif. Alors c'est l'un avec l'autre. Et puis, c'est là que je parlais de compétences, c'est que pour faire ce transfert, vous avez 30 secondes à 1 minute, pas plus. Donc seuls ceux qui sont capables de synthétiser très vite et de transmettre avec précision, empathie, avec de fortes relations humaines, vont atteindre l'objectif final. Donc ça renforcera de nouveau les compétences. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Bonjour, merci pour ce débat, c'est très très inspirant. Moi j'ai une question parce que vous parliez beaucoup de la valeur ajoutée de l'humain, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, notamment les limites de chacun pour aller vers l'amplification. Et vous parliez aussi d'accompagnement. Pour moi, il y a un côté accompagnement vraiment factuel sur quel est l'outil, quelles sont ses limites, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à accompagner l'humain là où il se différencie dans l'esprit critique, l'esprit d'analyse, d'interprétation? Je voudrais avoir votre réaction, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, on est là tous pour en savoir plus sur l'IA, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi apprendre à en savoir plus sur nous et qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qu'on doit renforcer en tant qu'être humain? Alors, je vais faire des bullet points, c'est plus simple pour mon esprit. Pascal avant parlait de pelles, que c'était intéressant de vendre des pelles, référence à la rue. Alors, l'outil, en fin de compte, d'une pelle, en l'occurrence, il peut être utilisé pour creuser un trou ou pour tuer quelqu'un. Ça marche aussi pour soulever un objet, puis pour le déplacer. Et donc, pour répondre à la question, ma perspective à moi, et chez Studio Banana, c'est ça le sujet. L'outil, il est là, il va se développer, et d'ailleurs, il se développe tellement vite que c'est difficile de l'identifier correctement. Donc, personnellement, j'en suis revenu à dire, on veut faire quoi? C'est quoi notre objectif, en fait? Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, William, c'est cette capacité de prendre une décision rapidement au niveau du management. Il y a combien de cadres parmi nous, là? Juste ceux qui sont cadres ou dirigeants. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, vous devez prendre des décisions ultra rapidement. Vous avez une quantité d'informations qui vient, qui est phénoménale. La capacité de décider dépend de votre capacité à choisir, à décider où vous voulez aller, votre stratégie. Et c'est là où on accompagne l'humain. En tout cas, chez Studio Banana, c'est là où la vraie question se pose, c'est là où j'ai mon challenge à moi, c'est de comprendre où est-ce qu'on veut aller, de décider, et pas l'outil. L'outil va changer. Aujourd'hui, on utilise ça, demain, on utilisera un autre. Et on shoot et on reprend, et on est dans un système d'abonnement. Donc moi, d'un mois à l'autre, moi j'ai 30 jours de décision dans mon budget où je peux couper un outil et en reprendre un autre. Par contre, l'humain, rien que légalement, j'ai 3 mois. 2 mois, selon les contrats. Donc l'humain, effectivement, est beaucoup plus important à être accompagné. Et ce qui est compliqué, c'est de travailler au niveau humain et de travailler au niveau institution ou organisation. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des irrata pour chaque individu dans l'entreprise. Il s'agit d'allier l'outil, l'humain lui-même, avec sa vision, sa volonté de grandir, sa capacité d'apprendre, sa velléité. En fait, où est-ce qu'il veut aller? Puis après, de le connecter avec le statut de l'entreprise. Et ça, c'est du challenge qui se passe par la communication, tu le disais avant, ça se passe par du dialogue, par de la remise en question. C'est beaucoup ça, en fait. L'outil, en fait, au fond, moi, je suis pas venu pour parler d'IA, parce que déjà ce soir, c'est obsolète, ce qu'on aura dit.
Quoi, c'est un peu trash, mais c'est un peu le mindset, quoi. Par contre, vous, ce soir, moi, ce soir, on n'est pas obsolète. On est toujours encore là, en fait. Je vais juste rajouter d'un point de vue RH, on l'observe aussi chez EY notamment, et je pense dans d'autres entreprises. En fait, il y a un point d'honneur d'accompagner le collaborateur dans le changement, dans la formation, comment utiliser l'IA, comment. Mais il y a aussi, du coup, ça libère plus de temps pour se concentrer sur le soft skills, qui en fait ne peut pas être géré par de l'intelligence artificielle. Et du coup, on a peut-être plus de formation sur esprit critique, prise de décision, leadership. Voilà, c'est ces choses-là que nous, on essaie de changer en interne et qu'on essaie de proposer aux jeunes. Oui, je trouve la question très intéressante parce que dans le domaine sportif, c'est évidemment le soutien à l'humain qui est intéressant. Si on veut développer une joueuse, développer un joueur, c'est forcément par un lien qui existe entre l'entraîneur et l'entraîné. Et deuxièmement, ce lien, il est primordial pour s'identifier à l'entreprise ou s'identifier au club. C'est pas je suis dans un club, je défends le maillot. Je sais pas pourquoi je défends ce maillot. C'est quel est mon rôle, quelle est ma mission dans ce club, et à ce moment-là, je vais défendre ce maillot. C'est l'inverse aujourd'hui. Donc, il faut donner une place à chaque être humain, il faut l'écouter, il faut être capable de l'écouter. Donc, ça veut dire de ne pas intervenir quand il y a un temps de parole, d'écouter les besoins, de fixer des objectifs. On peut se faire aider par l'intelligence artificielle peut-être, pour des données statistiques, mais fixer des objectifs. Et puis, avec ça, eh ben, on a l'interaction avec l'humain et on développe, on pousse l'humain. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir l'intégrer avec nos valeurs et pas le contraire. Parce que c'est très abstrait. Nous, on a des valeurs à l'ASF, je finirai par ça. Une des valeurs, c'est identification. Ouais, ça veut dire quoi? Identification. Il y a 150 nationalités différentes qui jouent au football à Genève. Identification. Pour quelqu'un qui vient de Somalie et puis quelqu'un qui vient de Bulgarie, c'est pas la même signification. Mais par contre, dans la relation humaine, on peut interagir ensemble, interagir et donner une signification à identification. Et à ce moment-là, on aura notre valeur. Donc ça, c'est pour nous important. Et encore une fois, c'est l'humain. En fait, quand on est dans le sport, il faut aimer l'humain.